poursuivre la discussion avec Bruno Vanier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président de Gemway Assets et avec vous, on va s'intéresser plus particulièrement aux marchés émergents. On parle beaucoup, encore là, on vient d'en parler avec Laetitia, de la différence en termes de vaccination et de situation sanitaire entre les États-Unis et l'Europe. Mais qu'en est-il du côté des pays émergents ? Alors la situation est encore plus diverse, parce qu'on a quand même beaucoup de pays qui n'ont pas eu vraiment un énorme problème Covid. C'est le cas de la Chine. Globalement, le nombre de cas a été quand même très, très, très bas, et toujours très, très bas. Et la situation a été vraiment gérée de manière tout à fait intéressante, tout à fait correcte, à partir du deuxième trimestre de l'année dernière. Donc on a une reprise économique en Chine qui date quasiment du deuxième trimestre dernier. Et ils sont très en avance, en fait, Absolument. Sur cette reprise. Et alors après, à partir de maintenant, effectivement, on est dans une phase d'un effet de base important, parce que le premier trimestre 2020 était très bas, bien évidemment. Donc le premier trimestre 2021 en glissement annuel va être très fort. Ça va être le cas également du deuxième trimestre de cette année. Et après, par contre, on verra une normalisation de la croissance économique à partir du troisième trimestre 2021. Sinon, au niveau de la campagne de vaccination, elle va commencer en Chine. Elle est aussi assez poussive également, même si le problème est bien évidemment pas aussi crucial que ce qu'on peut avoir ici en Europe. Dans les autres pays émergents, la situation n'est pas simple du tout, parce que alors certains pays s'en tirent pas trop mal, comme le Chili, qui est en avance sur sa vaccination, mais d'autres pays, notamment les plus grands, comme l'Inde, clairement, on est loin d'une vaccination importante, même si les chiffres en absolu sont quand même des chiffres importants, mais globalement, en pourcentage de la population, on reste sur des chiffres très bas. Au Brésil, la situation sanitaire est quasiment incontrôlable aujourd'hui. Donc, on a vraiment une diversité de cas qui fait que la reprise économique dans tous ces pays va pas du tout être synchrone. Elle va être vraiment décalée, un peu à l'image de ce qui se passe entre les États-Unis et l'Europe. Alors, sur les marchés émergents, l'indice MSCI IEM recule de quasiment, je crois, 10% depuis son plus haut de la mi-février. Voilà. Qu'est-ce qui explique cette correction ? Il faut dire que comme on le disait précédemment, la composition des indices, de l'indice émergent ressemble aujourd'hui beaucoup plus au S&P, quelque part, qu'aux indices européens. Donc, effectivement, on a un poids des valeurs Internet qui a performé de manière monumentale l'année dernière, dont leur poids a augmenté. La baisse ou la correction, on va dire, sur valorisation peut-être excessive de ces titres-là, fait qu'effectivement, l'ensemble de ces marchés, y compris le marché chinois, baisse plutôt plus que l'Europe et les États-Unis depuis le début de l'année. Ouais, et la baisse est particulièrement marquée en Chine ou... On a des baisses assez fortes en Chine, parce que s'ajoute un autre sujet en Chine, je dirais que l'incertitude sur la réglementation des sociétés plateformes, avec la mise en place d'une loi antitrust, qui rend un petit peu l'environnement un peu incertain, l'environnement réglementaire un peu incertain, notamment pour Alibaba, pour Tencent, pour les géants de l'Internet. Donc ça ajoute un peu à l'incertitude, qui à mon avis est une incertitude plutôt de court terme. C'est pas dramatique non plus. On aura sans doute beaucoup plus de visibilité à partir de septembre. Donc ces titres-là risquent d'être un peu capés pour les mois qui viennent. Oui, parce que sur les résultats, Tencent a publié des résultats qui étaient plutôt bons. Et j'ai regardé, alors du coup, ils sous-performent quand même le Hang Seng Tech, par exemple. Depuis le début de l'année, vous voulez dire. Sur Tencent, oui, sans doute un petit peu, mais encore que Tencent se performe plutôt pas de manière trop mauvaise. On a quand même quelques titres, des titres qui baissent de 20-30% quand même, surtout depuis le plus haut de mi-février. N'oublions pas que quand même en janvier, tous ces titres-là ont fortement monté, y compris Tencent. Tencent a monté de 15% quasiment en janvier, et ensuite a rebaissé depuis. Donc on a quand même une volatilité assez importante à court terme, lié à cette incertitude réglementaire, lié également au fait que la Chine resserre son crédit. Clairement, les conditions de liquidité en Chine sont moins favorables aujourd'hui qu'elles l'étaient l'année dernière. Ce qui, là, pour le coup, est assez normal, puisqu'on a une économie qui repart, et donc elle a besoin de liquidités. Donc les liquidités excédentaires, qui souvent s'investissent sur les marchés, sont réduites. D'où cette correction de valorisation. Comment on sort de cette correction en général ? Soit les choses vont mal, et alors là, les bénéfices ne sont pas là. Effectivement, la baisse est justifiée par la baisse des bénéfices, finalement. Soit les bénéfices sont là et le marché corrige parce que la valorisation a été considérée comme étant un peu excessive, et on repart sur les bénéfices, sur les perspectives bénéficiaires, qui
globalement dans les pays émergents, plutôt dans les pays de l'Asie, la Chine, la Corée, Taïwan, donc les pays techno, quoi. Les perspectives bénéficiaires cette année restent, à mon avis, très très bonnes. Elles vont même, dans certains sous-secteurs, s'accélérer. Du fait d'une demande, notamment de la 5G, qui est quand même quelque chose d'assez important pour tous ces titres. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que finalement, il y a une rotation un peu sectorielle, comme on a pu l'observer en Europe ou aux États-Unis. Exactement. Donc c'est vrai que ce qu'on appelle la value, les titres cycliques, on performe plutôt bien depuis mi-février. Donc on a vraiment une inversion je dirais, tout à fait similaire à ce qu'on voit aux États-Unis ou en Europe. Là où on peut quand même être un peu plus prudent sur ou se dire que cette hausse, en tout cas, ou cette rotation n'est pas forcément pérenne, c'est que les drivers, souvent de ce genre de choses, n'ont pas une pérennité très forte ou des perspectives très fortes. En d'autres termes, si la Chine doit commencer à ralentir à partir du deuxième semestre, troisième trimestre, ce que nous dit en tout cas la courbe des taux chinoise aujourd'hui, il faut, à mon avis, être assez prudent sur le prix des matières premières. Or, le secteur des matières premières, c'est un grand secteur cyclique émergent qui a très bien performé, pas simplement depuis 3 mois, mais depuis au moins 9 mois quasiment, parce que le prix des matières premières est bien remonté depuis l'été. Mais là, aujourd'hui, la demande chinoise va faire qu'on peut avoir un ralentissement, indéniablement. Et n'oublions pas que sur certaines matières premières, la demande chinoise est 3-4 fois supérieure à la demande américaine. Alors, on a du mal à se rendre compte de ça. Voilà, c'est bien. Les États-Unis, ils ont un plan de relance dans l'infrastructure, donc il va y avoir bien sûr une demande de matières premières, matériaux de construction, qui va être quelque part inédite. Mais encore une fois, là, on ne parle pas des mêmes montants. Oui, c'est en Chine, les montants sont largement plus importants. Justement, est-ce qu'il y a des secteurs qui ont mieux performé que d'autres? Là, on parle évidemment beaucoup de la tech, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui ont finalement profité de Alors, cette phase-là? les financières s'en tirent pas trop mal quand même depuis le début de l'année. Alors, c'est un secteur qui a globalement bien sous-performé l'année dernière, comme vous l'imaginez. Mais là encore, on n'est pas sur on est sur une diversité, je dois dire, de performances assez importante. On a des banques indiennes qui performent très bien depuis 3-4 mois. Des banques chinoises qui ont commencé à repartir un petit peu, mais c'est pas exceptionnel, Il faut dire que les banques chinoises appartiennent toutes à l'État quasiment, donc elles n'ont pas non plus la flexibilité que peuvent avoir les banques privées indiennes, qui sont quand même beaucoup plus réactives. Au Brésil, on a eu un peu de reprise du secteur bancaire en début d'année, mais ça s'est quand même calmé avec la baisse du réal et puis la situation sanitaire qui est mauvaise. Donc même le jeu cyclique au Brésil a été considérablement amoindri, affaibli par la crise sanitaire. Mais voilà, ailleurs, par exemple, le Mexique a bien reperformé ce début d'année sur la reprise américaine. Donc voilà, les financières ont plutôt pas trop mal fait. Les valeurs de matières premières ont plutôt bien fait. Alors le cuivre est toujours un peu particulier parce que le cuivre, il y a une demande structurelle, externe, bref, qui ne le met pas dans la même ligue que le minerai de fer, par exemple. Mais globalement, là, on a quand même plutôt de belles performances. À mon avis, il faut être prudent, notamment sur ce secteur. Et du coup, sur les taux, où est-ce qu'on en est? Parce qu'on parle évidemment d'une remontée, on va dire, mesurée pour l'instant des taux aux États-Unis. On doit être à 1,75 sur le 10 ans ce midi. Qu'est-ce qu'il en est en Chine? Alors, les taux chinois, eux, sont plus élevés. Ils sont plus au-dessus de 3 qu'en dessous. Ils ont remonté progressivement l'année dernière entre le mois de février et le mois d'octobre à peu près, Et depuis, il monte un petit peu, très légèrement. Donc la hausse récente des taux américains n'est pas du tout reflétée par la hausse des taux chinois. Et donc le spread a été augmenté en faveur du renminbi, en faveur de la monnaie chinoise. De fait, la monnaie chinoise se porte très bien dans cet environnement. Elle a monté l'année dernière contre le dollar, c'est une des devises les plus fortes. Et depuis le début de l'année, elle performe tout à fait correctement. Donc ces taux chinois montrent bien que non seulement la Banque centrale chinoise est ce qu'on appelle en avance par rapport au cycle, et donc on voit bien que les obligataires chinois n'ont pas envie d'aller enquiquiner, je dirais, la Banque centrale, comme on le voit ici plutôt aux États-Unis, où les acteurs obligataires poussent les taux longs à la hausse pour
peut-être forcer la Banque centrale américaine à revoir sa politique à court terme, quoi. Ailleurs, dans d'autres pays émergents, on a commencé à voir des hausses de taux. Au Brésil, on a monté les taux. En Russie également. Alors, on a tenté de les monter aussi en Turquie. En Turquie, ça s'est mal passé. Oui. Effectivement. En termes de potentiel de croissance, vous disiez ça va ralentir un peu en Chine parce qu'effectivement, l'effet de base voilà. Mais en Inde, par exemple, l'OCDE parle d'une croissance à 12%, ce qui serait bien au-dessus de la Chine. Mais on a des perspectives là sur l'Inde là aussi, on a un effet de base qui est très fort. Le deuxième trimestre indien était en baisse de 15% à peu près. Oui. Donc on va avoir des chiffres qui vont être un peu spéciaux, j'ai envie de dire, sur les 2 ou 3 prochains trimestres, qui seront largement liés à l'effet de base. En Inde, on estimait qu'on était vraiment dans une perspective de normalisation. Là, on a une reprise du Covid quand même qui peut remettre en cause cette perspective. Donc on va être prudent pour les prochaines semaines. Ouais, je pense qu'en termes économiques, de reprise économique, il faudra être prudent. Chaque pays aura je dirais, des perspectives assez différentes. C'est ça, c'est autant tout le monde s'est arrêté quasiment en même temps, autant la reprise sera décalée. En fait. Voilà, absolument. Et cette reprise dépend essentiellement de la vaccination. On a des campagnes de vaccination et on voit bien comment c'est compliqué ici en Europe. Pour les pays les plus pauvres, ce sera malheureusement aussi un peu compliqué. Merci beaucoup Bruno Vanier. Je rappelle que vous êtes le président de Gemway Assets. On se retrouve bien sûr tout à l'heure à 18h30 en direct sur Bismart pour une heure de débrief complet sur la journée des marchés financiers. Et puis d'ici là, vous retrouvez Eva Ben Saadi tout à l'heure à 14h55 pour le point de l'après-midi. À tout à l'heure. Très bonne journée sur Bismart.